Alors tout d'abord, merci à Bernard Chazelle de m'avoir invité à faire cet exposé. Donc je vais vous parler de pair à pair. Donc on sort un petit peu du cadre, quoi qu'on va voir apparaître un certain nombre de mécanismes. On va regarder la nature de manière différente. On va regarder l'Internet et vous savez que ce type de réseau devient tout à fait important et étudier le comportement des algorithmes en pair à pair. D'habitude, un algorithme, c'est quelque chose qui a une charge, un paramètre d'entrée, et qui fonctionne en fonction de cette charge. Et donc, un des résultats sur lesquels on va passer du temps dans cet exposé, c'est un résultat qui montre que sous certaines hypothèses, les algorithmes de diffusion en pair à pair se comportent d'une manière tout à fait intéressante. On a l'idée qu'un algorithme, plus la charge est grande, plus l'algorithme va souffrir, plus ou moins rapide va être l'exécution. Et en fait, on va exhiber une classe d'algorithmes en pair à pair qui a une propriété tout à fait contraire. Plus la charge est grande, meilleures sont les performances. Donc ça va être ça un petit peu le but de l'exposé. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter? Oui, je voulais dire tout d'abord que c'est un travail en collaboration avec Fabien Mathieu, qui est à l'INRIA, et Ilkka Noros, qui est à VTT en Finlande. C'est un travail largement en cours, et donc il y a des tas de sujets de recherche sur lesquels on est en train de travailler, je vous en parlerai, mais je vais vous parler surtout des résultats qui sont déjà bien établis. Alors je vais d'abord vous parler des motivations de la nature. La nature est un peu différente de celle que nous avons vue jusqu'à maintenant, mais dans l'exposé de Bernard, on va parler d'algorithmes de diffusion en pair à pair. Puis je vais introduire le modèle. Ensuite, donc notre but, ça va être surtout d'arriver à ces lois du comportement de ces algorithmes qui ont ces propriétés un petit peu surprenantes que j'ai dites. Donc on va introduire pour ça un certain nombre d'outils, d'abord d'analyse dimensionnelle et puis ensuite d'analyse probabiliste. Et puis on va étudier ensuite divers modèles limites et puis les valider par simulation. Et puis ensuite, on va donner les conclusions pratiques au sens des algorithmes de diffusion obtenus par notre analyse probabiliste. Voilà. Puis ensuite, on parlera un petit peu des limitations, puis des travaux en cours sur diverses extensions. Voilà donc le programme. Alors, donc, le pair à pair, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit tout simplement, c'est une opération bien connue des informaticiens, c'est read. On veut lire quelque chose. Mais un grand nombre de personnes veulent lire un fichier donné. Donc, c'est l'échange d'informations au sens le plus simple du terme. Alors, il y a divers types d'incarnation de ce problème, donc l'échange de fichiers, et puis ce qu'on appelle le streaming, avec divers types d'incarnations actuelles, en particulier en Asie, le streaming en pair à pair est quelque chose qui devient très, très important en termes d'utilisation des réseaux. Il y a évidemment d'autres formes à la demande. Les points communs de ce type de... Donc vous imaginez un fichier, ça peut être de la vidéo, ça peut être, je sais pas, ça peut être... On s'imagine tout de suite quand on parle de pair à pair de choses qui sont peut-être pas nécessairement légales, mais il y a aussi la diffusion, je sais pas, des sources de Linux, des sources. Donc, bon, ce type de fichier très volumineux peut aussi être diffusé de cette manière, et c'est une des solutions donc, qui est utilisée pour, de manière générale, essayer de lutter contre la charge très, très importante que crée sur le réseau cette distribution de contenu. Alors, ces solutions en pair à pair donnent lieu à une très grande famille d'algorithmes avec des implémentations diverses. La difficulté, évidemment, les difficultés que doivent résoudre ces algorithmes, c'est dans ce qu'on appelle le churn en anglais, c'est le fait que les utilisateurs arrivent et partent, donc on doit pouvoir prendre ça en compte. La charge très importante, je l'ai dit, apportée sur le réseau par ce type d'échange, l'hétérogénéité,
Et donc, il y a une floraison d'algorithmes extrêmement intéressants qui sont en cours qui sont utilisés déjà de manière tout à fait pratique dans l'Internet. Donc voilà le contexte. Alors, dans le domaine de l'analyse de ces algorithmes, il y a un état de l'art avec deux articles fondateurs, dont un est particulièrement connu, c'est un article de Q. Srikant en 2004. Alors, on distingue dans ce type d'algorithme plusieurs types de nœuds. Alors, quel est le principe d'abord? Le principe très général, je vais le décrire. On va découper ce fichier très très grand qu'on veut que chaque utilisateur obtienne, puisse lire. On va le découper en morceaux, on appelle ça des chunks, des morceaux. Et puis, un utilisateur, à un certain moment, a un certain nombre de ces chunks et un autre sous-ensemble. Et les utilisateurs, en paire à paire, vont s'échanger des chunks. J'ai le chunk 1, Gérard a le chunk 6, et puis on fait un échange. Il m'envoie son chunk et je lui envoie le mien. Et puis, comme il y a beaucoup d'utilisateurs dans le réseau et que tout le monde fait ça avec tout le monde, au bout d'un certain temps, chacun va obtenir tous les chunks et il va pouvoir avoir le fichier dans son intégralité. Voilà le principe. Alors, donc c'est un mode complètement nouveau. Je parlerai tout à l'heure des modes, disons, classiques de lecture d'un fichier où on va chercher dans un serveur central les données. Et donc là, on parlera de ce mode. Et puis, il y a le mode, on va dire, qu'on va appeler cloud, où les utilisateurs, il y a un certain nombre de répliques, genre ce qui se passe avec Akamai, il y a un certain nombre de répliques du fichier, et on va aller chercher dans ces répliques pour essayer de soulager un petit peu ce serveur central. Et là, c'est encore autre chose. Il n'y a plus à la limite, il n'y a plus de serveurs. On verra qu'on peut avoir besoin d'un tout petit nombre de serveurs pour l'amorce. Il n'y a plus de serveurs. Et essentiellement, ce sont tous les utilisateurs finaux qui se chargent, à travers ce mécanisme d'échange, de la diffusion vers eux-mêmes et les autres de l'ensemble des chunks qui constituent le fichier. Voilà. Alors, dans ce contexte, il y a plusieurs types d'objets. Il y a les serveurs, donc, qui fournissent les chunks, mais comme on dit en franglais, ça ne passe pas à l'échelle, ça n'est pas extensible. Je crois que c'est le mot précis recommandé pour traduire le mot anglais, disons scalability. Donc, ça ne passe pas à l'échelle, mais on dit plutôt que ce n'est pas extensible. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'oiseaux, là, on va parler de sangsues, leechers. Donc en fait, je vais les appeler des pairs dans la suite, c'est ceux qui demandent des chunks, éventuellement en fournissent, parce que le principe c'est le tit for tat, c'est ce que je vous explique tout à l'heure avec notre petit exemple. Et puis quelque chose qu'on peut appeler les amorceurs, seeders en anglais, qui vont rester un petit peu plus longtemps, bien qu'ils ont obtenu tout le fichier qu'ils voulaient télécharger, par altruisme, pour fournir des chunks à la communauté de ceux qui arrivent et qui en ont peu. Voilà. Donc, voilà les types de nœuds qu'on rencontre dans ces réseaux. Alors, les modèles classiques, je les décrirai très brièvement en disant que le modèle fondamental, c'est que ce sont des modèles avec une limitation fondamentale à l'accès. On va prendre des réseaux très concrets, vous allez voir apparaître des mécanismes de contrôle de congestion, de contrôle de flux, mais en général, le principe qui est retenu, c'est que l'accès, par exemple, à DSL ou l'accès fibre optique chez l'utilisateur final est le goulot d'étranglement fondamental. Donc ça, c'était les modèles classiques. Et que par contre, le réseau est non limitant. Et puis, on a un modèle mathématique avec des arrivées qui forment un processus de Poisson. Et donc, Q. Srikant et en parallèle, Gustavo Veciana et son étudiant Yang ont étudié ces modèles et montré un certain nombre de propriétés de base de ce type de phénomène. Alors, à quoi s'intéresse-t-on? Bien évidemment, on s'intéresse par exemple à des questions comme les délais. Combien faut-il de temps pour obtenir le fichier? On arrive, on a un certain nombre de paires avec lesquelles on va échanger ces chunks.
sur cette base de la réciprocité. Puis à un certain moment, on a obtenu tous les morceaux du fichier. Et puis si on n'est pas altruiste, on s'en va. Si on est altruiste, on reste un petit peu pour amorcer, pour aider les autres. Voilà le principe. Et on s'intéresse à des questions sur l'état stationnaire de ce type de mécanisme d'échange, sur le délai pour chaque utilisateur et des choses de ce genre-là. Et les fluctuations de ça, puisque c'est un modèle qui essentiellement va faire arriver un certain nombre d'utilisateurs, et puis quand ils sont finis, ils s'en vont. Voilà. Donc c'est le modèle. Alors notre modèle va essayer de renverser la perspective. On va arrêter de dire que l'accès est limitant, et on va s'intéresser non pas à l'accès, mais au réseau. On va dire que c'est le réseau qui est limitant, sous des hypothèses que je vais décrire. Voilà. Alors, nos paires, on va s'intéresser au cas où il y a uniquement les sensus, les leechers, et puis je montrerai, parce que c'est un peu plus simple à décrire, et puis je montrerai comment on étend au cas avec des amorceurs. Alors, ils vivent dans l'espace euclidien. Ça va être bon, vous pourrez prendre une sphère si vous préférez, mais on va se placer dans l'espace euclidien, éventuellement dans un sous-ensemble fini, l'espace euclidien, qu'on va appeler D, et puis, du plan euclidien, excusez-moi. Et puis, on va... il y a des extensions dont je parlerai un tout petit peu. On peut parler d'espaces métriques plus généraux, parce qu'on peut faire du pair à pair dans des espaces qu'on appelle des espaces sémantiques. C'est un nom un peu compliqué pour dire... par exemple, je vais échanger plus avec... je vais avoir plus d'échanges avec quelqu'un qui est proche de moi dans un certain espace qui décrit nos centres d'intérêt. Je vais échanger plus avec cette personne qu'avec quelqu'un qui est loin de moi. Donc il y a d'autres choses que simplement l'échange dans un réseau physique qui serait l'Internet. Et puis sinon, il y a des approximations de l'espace du plan euclidien qui vont être le Tor, par exemple. Bon. Alors, quelle est la dynamique? La dynamique, eh bien, on va avoir des arrivées, ce qu'on appelle la pluie poissonienne. Il y a des paires qui arrivent, mettons sur le plan, sur la Terre, sur l'ensemble du réseau, et puis qui arrivent selon un processus de poisson spatio-temporel. C'est-à-dire que ça veut dire très simplement que dans un intervalle d'espace de mesure de Lebesgue dx, dans le temps dt, je vais avoir lambda dt dx, qui va être l'intensité, la probabilité de voir une arrivée sur mon espace. Donc voilà ce qui se passe pour les arrivées, les demandes, la charge. Ça va être le paramètre central, ça va être lambda. Ça va s'intéresser à déterminer comment ces algorithmes se comportent en lambda. Voilà. Alors maintenant, la dynamique qui est intéressante, c'est celle-là, c'est comment on est servi, comment on reçoit les chunks. Alors le modèle est très simple. On a une demande de service. Chaque utilisateur, chaque paire, quand il arrive avec une demande de service qui est FP, donc le PRP, une demande FP, qui va être une variable exponentielle de moyenne F. Alors ça, c'est uniquement pour la simplicité mathématique. Évidemment, c'est une constante. J'ai dit que c'était un fichier qui a une taille F, et je vais juste randomiser ça, parce que je veux un modèle markovien, pour des raisons que je vais expliquer, et je vais dire que je veux quelque chose qui est exponentielle, une variable exponentielle indépendante de paramètre 1 sur fp, donc de moyenne fp. Alors c'est juste de la tricherie mathématique, il faudrait traiter, et on le traite en ce moment, le cas déterministe. Bon, c'est juste pour que l'exposé soit simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, il y a l'élément clé, qui est l'élément nouveau, ce qu'on appelle la fonction de débit. Deux paires à distance x et y, on a dit que le réseau était bloquant, était la ressource fondamentale. Deux paires localisées en x et en y dans ce plan euclidien, mettons, eh bien, ils échangent des chunks, c'est-à-dire donc, ils s'accordent l'un l'autre du débit de manière symétrique en fonction de la distance. Et c'est cette fonction f qui va être centrale dans la suite. F de la distance entre x et de y, ça va être le taux auquel deux utilisateurs qui sont placés en x et y peuvent échanger des bits. C'est ça le schéma. Alors, on va voir, je vais donner des exemples tout de suite. Dans le transparent suivant, il y a l'exemple de TCP, par exemple, qui est l'algorithme de contrôle clé dans l'Internet, où on va voir comment se comporte le débit qu'on obtient dans un réseau contrôlé par TCP en fonction de la distance euclidienne. Ce serait le nombre de sauts en termes de nombre de routeurs, ou ce qu'on appelle le RTT, le round trip time, entre les deux utilisateurs. Puis on verra d'autres instances, d'autres exemples, avec par exemple le cas du sans fil.
où on va déterminer quelle est la fonction f. Mais donc, étant donné la fonction f, eh bien, à quelle vitesse est-on servi? Eh bien, on regarde tous les autres paires. Si on est dans une configuration phi, phi, ça va être une configuration, c'est je regarde autour de moi, je suis le point x, je regarde autour de moi, et puis j'échange avec tous les pairs qui sont présents à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une somme des fonctions, si je suis x dans la configuration phi, je vais regarder tous les y qui sont autres que moi dans la configuration, et puis je vais sommer le débit instantané qu'il me donne. Et comme j'ai des lois exponentielles, ça va me donner le taux de disparition, le taux de mort. Je vais disparaître, étant satisfait de disparaître, ça veut dire que j'ai reçu tous les chunks avec ce taux infinitésimal. Voilà. Donc voilà, c'est le modèle. Et donc c'est ce qu'on appelle un processus de naissance et de mort spatial, parce que ça se passe sur la sphère, mettons, ou sur un tore, ou sur un objet géométrique que j'ai décrit, ou dans un espace sémantique. Ici, ça va être le modèle dans le plan. On va regarder l'ensemble des mesures de comptage sur D, des configurations sur D. C'est un espace métrique, donc on sait définir par exemple des processus de Markov qui vivent dans cet espace des configurations ou des processus ponctuels dans D. Et on a une intensité de naissance au point x qui est lambda, indépendante de x, c'est l'uniformité de cette pluie de demandes, c'est les nouveaux arrivants qui veulent télécharger le fichier, et puis donc un taux de mort qui est donc cette fonction mu de x et de phi de t si on est dans la configuration t, divisé par f. F, c'est la moyenne de la taille du fichier. Voilà. Et donc, alors ce mu, vous avez vu la forme qu'il a, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un shot noise. Donc, dans la configuration phi, on va sommer l'influence de tous les autres points y en fonction de la géométrie pour regarder l'effet au point x. Voilà, donc c'est une classe de processus de naissance et de mort. Vous voyez que les paires arrivent et partent, c'est la mort d'un paire quand il est servi, avec un taux de mort qui est ce qu'on appelle donc un bruit de grenaille en français de la configuration. Voilà, alors il y a un premier lemme qui dit que, en fait, ce type de dynamique, quand on est sur un compact, sont des bonnes dynamiques. C'est extrêmement stable. C'est extrêmement stable. L'idée, c'est qu'en fait, quand il y a beaucoup de paires, on le sent très bien, alors on serre, chaque paire est reçue avec cette somme qui est d'autant plus grande qu'il y a un nombre important de paires, et donc ça donne une notion de stabilité, et en fait, on peut plonger ça dans un cadre markovien et prouver que la chaîne de Markov qui décrit le processus ponctuel au temps t est un processus, c'est une chaîne de Markov bien sympathique. Elle est géométriquement ergodique, quel que soit le taux d'arrivée lambda. Bien. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait en ce moment pour montrer que ça marche aussi dans le plan euclidien et de manière générale dans l'espace euclidien en dimension d. Et on a un premier résultat. Vous allez voir qu'apparaissent des objets très intéressants qui ressemblent un petit peu à des champs de Gibbs, un petit peu, qu'on verra tout à l'heure. Et on s'est posé pendant très longtemps la question de l'unicité. Et donc on a une preuve maintenant, que je ne vais pas du tout détailler, d'existence et d'unicité des états d'équilibre dans le plan euclidien complet ou dans l'espace euclidien complet de ce type de dynamique. Donc c'est des choses assez récentes sur lesquelles nous travaillons. Alors, je ne vais pas parler de ça, mais donc retenez qu'on sait démontrer par des techniques qui sont assez subtiles, c'est des problèmes assez non triviaux, que ce type de dynamique, dans un espace compact, si D est compact, ça se passe très bien, c'est géométriquement ergodique, ça va se renouveler, etc. Ça va être des objets assez simples. Par contre, dans un domaine infini, ça marche aussi, on a existence et unicité des équilibres, des états d'équilibre. Voilà, alors on va s'intéresser à TCP. Je voulais vous maintenant donner des exemples. Alors l'exemple, ça sera la fonction f de r et de la forme c sur r, 1 que r, petit r, c'est la distance, donc, est inférieure à une certaine constante qu'on va appeler grand R. On peut appeler le rayon d'influence, si vous voulez. Alors, quelle est la justification? C'est TCP. TCP, c'est donc, on est venu avec ce modèle, on a proposé ce modèle parce qu'on voulait comprendre comment un réseau pair à pair fonctionnait sur l'Internet, parce que c'est sur ce type de réseau que ces algorithmes s'exécutent. Alors, il y a une formule classique qu'on appelle la formule de Hott, qui dit que
si le temps de propagation entre deux points est cette variable RTT, le round trip time, ou la moitié du round trip time, alors le débit obtenu par le mécanisme de contrôle de l'Internet, de contrôle de flux, nous dit que le débit va être, si P est le paramètre qui donne la probabilité de perte de paquets dans les routeurs, le débit est en 1 sur RTT fois racine de P. Dans ce qu'on appelle la formule de la racine carrée à Tunis haute. Et donc, nous, on va juste prendre le modèle où le RTT est proportionnel à la distance. Voilà. Et donc, ça justifie un modèle de ce type-là, où le débit, donc ça veut dire, ce qui est tout à fait naturel, on échange plus difficilement avec quelqu'un au Japon quand on utilise TCP, quand on utilise l'Internet en termes de débit, qu'avec quelqu'un qui est juste sur la même plaque DSL ou dans le même réseau local. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. Voilà, et ça, c'est un paramètre, le grand R, c'est une constante qui est donnée par la physique du problème, mais par contre, grand R, ça va être un des paramètres qu'on va optimiser ultérieurement. Voilà, alors tout ça, il y a tout plein de variantes, je ne vais pas les passer trop en détail, mais on peut dire que, par exemple, le RTT, ce n'est pas une fonction juste linéaire, mais une fonction affine de la distance, parce qu'on doit passer un certain nombre de ressources, etc. On peut dire qu'il y a aussi un coût supplémentaire, et donc on va avoir des formules de ce type-là, etc., etc. Il y a tout plein de variantes, mais je vais me concentrer sur le cas TCP, et peut-être aussi un petit peu sur le cas sans fil, qui est un cas très intéressant, parce que la vidéo, par exemple, en pair à pair, se diffuse très souvent avec des liens sans fil. Donc on va prendre une formule de type Shannon, avec une atténuation comme celle qu'on utilise dans les modèles de réseau sans fil, donc 1 sur R à la puissance alpha. Et puis ici, vous reconnaissez la formule de Shannon, log de 1 plus le SNR. Et donc le SNR, ici, l'atténuation, si l'atténuation du signal est en R à la puissance alpha, C va représenter le bruit thermique, ou 1 sur le bruit thermique, la puissance du bruit thermique. On a des formules de ce type-là. Bon. Voilà des modèles donc, qui sont assez naturels et qui viennent de la physique et de la théorie de l'information. Enfin, de la physique de l'Internet. De même que là, on parle d'algorithmes naturels sur l'Internet et non plus des oiseaux ou des choses comme ça. Alors, le modèle par défaut, j'ai donné un petit peu le cadre, mais ça va être le modèle de TCP, parce que c'est vraiment ça qu'on voulait étudier. Et donc, vous vous souvenez donc de la formule que je viens de montrer. Voilà, f de R est de cette forme. Donc, c'est le cas où on néglige d'une certaine manière le réseau local à l'accès. On dit que ce n'est plus votre réseau d'accès DSL ou fibre optique qui va être limitant, mais c'est la charge du réseau elle-même. Donc c'est ça le nouveau paradigme. Voilà, alors on va commencer par l'analyse dimensionnelle. Donc dans ce modèle avec TCP, alors ça marche pour tous les modèles que j'ai montrés, on fait de l'analyse dimensionnelle. On a quoi comme paramètre? On a R qui est en mètres, F qui est en bits, c'est la taille moyenne du fichier, c'est la taille du fichier, lambda qui est en 1 sur des mètres carrés, et puis C par seconde, et puis c'est une pluie poissonnienne, vous vous souvenez, d'intensité lambda, et puis C qui est une constante qui vient de la formule de Hott, donc qui est en bits mètres par seconde. Alors on va faire de l'analyse dimensionnelle, et on va montrer que dans le cas TCP, que je prends comme exemple, mais tous les autres cas vont donner une analyse similaire, toutes les propriétés du système, c'est un peu compliqué quand même, en fait dépendent d'un unique paramètre, et toutes les propriétés en particulier qui vont être sans dimension, toutes les quantités physiques qui vont être sans dimension, dépendent d'un unique paramètre, ρ, qui est lambda f R3 sur C. Et comme je l'ai dit, ça s'étend d'une formule un petit peu différente pour toute fonction f qui est en fait intégrable par rapport à la fonction R. Donc si l'intégrale de f de RdR et RdR est finie, on va pouvoir étendre cette analyse dimensionnelle. Alors l'idée de la preuve est très simple. On va d'abord on va changer les unités. Donc commençons par dire qu'on va choisir le grand R, mettons, qui est un certain nombre de kilomètres, mettons, comme nouvelle unité de distance. Alors évidemment, on est amené à redéfinir ce qu'est l'intensité de la pluie. Elle devient lambda R2. De même, la constante qui apparaît dans la formule de Hott, elle devient C sur R. Puis
Puis ensuite, on change f. L'unité, c'est plus le bit, mais c'est f, la taille du fichier. Alors donc, on doit recalculer la constante c qui devient c sur rf. Et puis ensuite, on change de nouveau l'unité des temps de manière à ce que la vitesse de constante soit 1, la vitesse de téléchargement soit 1, donc dans la formule de Hott. Donc tous les paramètres sont inchangés, sauf le taux d'arrivée, puisqu'on a changé l'unité des temps, qui devient exactement lambda FR3 sur C. Donc on fait ce type de renormalisation, et on sait faire ça dans tous les cas, et obtenir un paramètre fondamental qui, pour toutes les quantités sans dimension et tous les bruits structurels du système, va être le bon paramètre. Voilà, alors quand ρ, ce paramètre que je viens de définir, va être beaucoup plus grand que 1, on va appeler ça le régime fluide. Quand ρ est beaucoup plus petit que 1, ça va être le régime donc, avec des boules dures, hardcore, et puis sinon c'est le régime intermédiaire. Voilà, et alors donc vous allez voir que le régime intermédiaire est difficile. Le fait qu'il y ait des boules dures, ça vous connaissez les modèles avec des boules dures dans les champs de Gibbs, c'est pour ça que ça nous a inquiété et qu'on se demandait s'il y avait unicité. Maintenant on sait qu'il y a unicité pour ce modèle, hein, quel que soit lambda, alors que dans Gibbs, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc ce modèle est non gibbsien. Et puis on va voir qu'on sait calculer. Donc dans le régime intermédiaire, on sait dire des choses structurelles, mais dans les régimes limites, on va savoir dire des choses explicites, et on va expliquer de manière détaillée ce que sont les régimes limites. Alors, commençons. Commençons un peu l'analyse probabiliste. Alors, donc on va appeler bêta 0 la densité des paires dans le régime stationnaire. Donc j'ai expliqué que par des méthodes sophistiquées, on savait montrer qu'il y avait un unique régime stationnaire. On va appeler bêta 0 la densité. Donc il s'établit un équilibre avec un certain nombre de paires par unité d'espace, et bêta 0, c'est le nombre moyen de paires par unité d'espace. Mu 0, ça va être le débit obtenu par un paire typique. Je prends un paire et je regarde quel est le nombre de bits par seconde qui lui arrive. Ça va dépendre de la géométrie et de l'équilibre qui s'est établi. Alors j'ai parlé tout à l'heure des délais. Donc on va appeler W0 le délai moyen d'un paire typique. Donc c'est le temps qui s'écoule entre le moment où il arrive avec très peu de chunks et puis le moment où il a reçu dans ce régime d'échange tout le fichier et donc il s'en va, hein, puisqu'il dit qu'on a dit qu'on n'avait pas d'amorceur ici. Et puis on va appeler N0, dernier paramètre, le nombre moyen de paires qu'il y a dans cette boule de rayon R autour d'un paire typique. Hein. Donc bêta la densité, mu le débit, W le délai, et puis N0 le nombre moyen de vos interlocuteurs, de l'interlocuteur d'un paire typique. Voilà. Alors le premier théorème, qui nous a pris un petit peu de temps, mais qui est maintenant assez clair au point de vue de la preuve, je vais vous donner un tout petit peu la preuve, c'est que, en fait, ce théorème ne dépend pas du tout de l'exemple de TCP. Pour toute fonction de débit f, qui vérifie la condition intégrale de f par rapport à fr fini dans tout le plan, eh bien, dans le régime stationnaire, on a cette inégalité. Alors, à gauche, on va regarder cette quantité, on regarde l'état stationnaire, on regarde tous les points, on prend par exemple l'origine. On va être sur le plan, donc l'origine ne joue pas, on va avoir des régimes stationnaires qui sont invariants par translation. Donc on prend un point particulier, l'origine, un point du plan, pas un paire. Hein, et on regarde le débit qui arrive vers ce paire. D'accord. Eh bien, ce débit, qui est le débit que reçoit quelqu'un qui arrive, il n'a pas encore influencé le système, il reçoit ce débit. Mais maintenant, quand il arrive, il commence à envoyer de l'information, des bits aux autres. Donc les autres ont plus de chances de disparaître. S'ils disparaissent, ça va avoir un effet d'ailleurs de second ordre. Ceux qui disparaissent ne tuent plus aussi facilement ceux qui sont un petit peu plus loin, un rayon 2R, quelque chose comme ça. Hein. Donc il s'établit un équilibre très non monotone, mais le fait que vous arriviez perturbe complètement le système et va changer complètement la structure autour de vous. On verra même que ça peut être très très fort dans les régimes à boules dures. Hein. Voilà. Et donc, cet objet, c'est l'équilibre. À l'équilibre, c'est le débit que reçoit un paire à l'équilibre. Je regarde maintenant l'état d'équilibre en temps. Je viens me placer sur un paire typique, ça s'appelle une mesure de Palm, et je regarde le débit que ce paire obtient. Toujours dans le régime stationnaire. Il obtient moins.
qu'un nouvel arrivant parce qu'il a déjà eu le temps de tuer un certain nombre de ceux qui le servent. Ce qui doit être interprété de manière complexe, parce que, comme j'ai dit, il y a une influence à l'ordre 2, peut-être à l'ordre 3, et peut-être encore plus loin, comme dans les champs de Gibbs. Mais donc, on sait qu'il y a unicité ici. Voilà. Et donc, alors, la répulsion, la F-répulsion, ça dit que pour toute cette classe de modèles, on doit être inquiet parce que le débit qu'obtient un pair typique en régime stationnaire, eh bien, c'est moindre que le débit qu'obtient un lieu typique en régime stationnaire. On fait le vide autour de soi à cause de cet échange. Et donc, la géométrie commence à jouer un rôle fondamental dans l'équilibre. Bon, vu le temps, je crois que je vais passer la preuve, j'y reviendrai si j'ai un petit peu de temps, et je vais parler du modèle fluide. Alors, d'abord, on va le présenter comme une heuristique, et puis ensuite, on va le présenter comme une limite, puis comme une borne. Et vous allez voir que c'est très calculable. Alors, ce modèle fluide est obtenu quand on approxime justement le E0, ce que j'ai appelé une mesure de Palm, sur les débits, par le débit qu'obtiendrait un lieu typique. C'est-à-dire, je fais comme si l'inégalité de tout à l'heure était une égalité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si je veux calculer le débit moyen, donc quand il n'y a pas d'influence de Palm, c'est comme si le processus d'état dans le régime stationnaire était un processus de Poisson. On sait calculer dans ce cas le débit moyen en utilisant une formule qu'on appelle la formule de Campbell, qui dit que, là je suis passé en coordonnées polaires, donc je vais avoir bêta f, l'intensité dans le régime fluide des paires, fois 2π, fois l'intégrale de la fonction c sur r, r dr, c'est-à-dire 2π bêta f cr, où bêta f est la densité inconnue des paires dans l'état d'équilibre de cette heuristique. Voilà, donc j'ai négligé l'influence de la géométrie, de la présence du pair dans la mesure de Palm. Je fais comme si le pair n'avait pas influencé la géométrie locale. Alors si je fais ça, je sais calculer tout plein de choses. C'est mon théorème 2. D'abord, avant de montrer ce qu'on sait calculer, quand ρ tend vers l'infini, eh bien bêta 0 tend vers bêta f, w0 tend vers wf, mu v0 tend vers mu-f, etc. Et on sait aussi démontrer que la loi du délai d'un pair typique converge faiblement, peu importe ce qu'est la convergence faible, vers une variable exponentielle qui est un paramètre qui est évidemment l'inverse de la moyenne. Alors, je vais juste montrer la preuve de ça parce que c'est très très simple. Alors, vous vous souvenez de comment j'ai défini mu-f. Mu-f, on a fluidifié complètement le système. On a dit qu'il y avait tellement de paires que ce pair, à l'origine, il n'a pas le temps ou pas la capacité d'influer sur la géométrie. Et donc, la moyenne qui est là, c'est comme si c'était un processus de Poisson de cette intensité bêta f. Alors, on fait ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on dit que la latence dans ce modèle WF, le délai, ça va être la taille du fichier divisée par la vitesse. Alors là, c'est parce que c'est un modèle fluide. Tout est censé converger vers des nombres déterministes. Donc mu f est déterministe, et donc ça, 1 sur mu f, ça vous dit à quelle vitesse les choses se passent, ou mu f. Et donc voilà quelle est la relation entre la taille du fichier, la vitesse de téléchargement moyenne d'un pair, et puis le délai moyen. Ensuite, il y a une formule que certains d'entre vous connaissent, qu'on appelle la formule de Little, qui est une formule très simple qui dit que, en fait, pour tout objet, là, je vais prendre un disque de rayon R, ou plutôt un disque on va prendre n'importe quel objet géométrique on ne va pas prendre rayon R, on va le prendre de surface 1. Le nombre moyen de paires dans cet objet, qui est bêta f, est égal à lambda, qui est le taux d'arrivée, lambda fois 1, la surface de cet objet, fois le temps moyen que passe un pair typique dans cette structure. Et donc ça, c'est WF. Donc c'est ce qu'on appelle la formule de Little. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je prends ça, donc je déduis de ces deux propriétés que bêta f mu f est égal à lambda grand F, puis je mets là-dedans la formule que j'ai obtenue pour mu f. Vous savez, mu f, c'était bêta f de pi r. Et voilà, donc j'ai bêta f carré qui est lambda f sur 2π cr. Et donc j'ai la formule dans ce modèle fluide de l'intensité du nombre de paires par unité de surface dans l'état d'équilibre. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, comme j'ai ces relations linéaires entre les objets, je déduis de ça le débit moyen d'un pair dans le régime fluide, le délai moyen,
Alors, avec la première observation non technique, regardez le délai moyen. Donc, supposons que tout est fixe, f est fixe, c est fixe, r est fixe. Le délai moyen est en 1 sur racine de lambda. Hein, et c'est ça qu'on va appeler la surextensibilité. C'est-à-dire que plus la charge va être importante, plus ça va aller vite pour l'individu. Plus l'algorithme va fonctionner vite et donner un temps de réponse. Voilà. Donc quelque chose de tout à fait différent de ce à quoi on est habitué. Alors, je vais passer sur les propriétés du régime fluide. Ici, on a des propriétés. Voilà. Mais par contre, ça c'est important. C'est que, ça je vais l'énoncer dans le KTCP, c'est que en fait, le régime fluide, c'est aussi une borne. Hein. Alors, la preuve est assez simple. La preuve est assez simple. On va écrire dans le régime fluide, en utilisant une inégalité de Jensen, que le temps moyen de téléchargement est supérieur ou égal à f sur mu0. Mu0 étant la moyenne des débits. On réutilise la formule de Little pour obtenir, à partir du théorème 1, qui vous permet de comparer mu0 et puis le mu fluide, qui vous permet d'obtenir que β0 est plus grand que lambda f sur β0 de πCr. C'est-à-dire que β0 est plus grand que βf. Voilà. Bon, donc on a deux types de résultats. On a que ce modèle fluide, c'est un régime asymptotique, c'était le premier théorème. Et puis le deuxième théorème que je viens d'énoncer, c'est qu'en plus c'est une borne. Donc c'est atteint d'une certaine manière. Bon, je ne vais pas trop parler du hardcore parce que je n'ai pas tout à fait le temps. Alors, le hardcore est très intéressant néanmoins. Ce qu'on démontre, en gros, je vais l'expliquer en quelques mots, c'est la chose suivante. C'est que le hardcore va être obtenu quand ρ est très petit. Alors, ρ très petit, c'est un des régimes où on démontre que quand ρ est petit, en fait, on a exclusion forte. On ne va jamais trouver deux paires qui sont à distance moindre que r. Dès qu'un pair arrive et qu'il trouve quelqu'un à distance moins que r, il tue l'autre ou l'autre le tue avec une certaine symétrie instantanément. Et donc ce qu'on trouve, c'est un régime de boules dures où l'état d'équilibre, c'est des boules dures, c'est-à-dire qui ne se recouvrent jamais. Donc, comme ceux qu'on retrouve dans les modèles de physique statistique, mais il est de nature assez différente. Et en particulier, donc, on sait maintenant qu'il y a unicité, que ce modèle de boule dure n'a pas une influence qui se propage à l'infini, quelle que soit la valeur de lambda. Bon, je ne vais pas trop parler de ce modèle, parce que je vais insister sur d'autres choses. Je vais d'abord insister sur l'heuristique, que je vais montrer en quelques mots. Donc, on a une équation, je vais de nouveau peut-être passer la preuve, qui est une équation qui nous donne la meilleure chose qu'on connaisse actuellement sur ce qui se passe dans les régimes intermédiaires. Donc on va avoir deux régimes, le régime fluide qu'on connaît de manière explicite, le régime hardcore qu'on connaît aussi de manière explicite, et puis entre les deux, on a cette heuristique, qui elle reste une heuristique, qui dit, c'est un théorème, enfin un théorème, c'est une formule plus exactement. On va chercher les solutions de cette équation. Vous voyez donc, mu chapeau, ça va être l'inconnu. Mu f, c'est le mu fluide que j'ai calculé tout à l'heure. Et donc ici, vous voyez que le mu chapeau, l'inconnu de l'heuristique, apparaît dans le terme de gauche, et puis il apparaît aussi à travers le log ici dans le terme de droite. Alors on s'est démontré qu'il y a une unique solution de cette équation de point fixe. Et puis on sait par diverses méthodes, on en a deux à vrai dire. Là j'avais détaillé l'une d'entre elles par des lois de conservation des mesures moments, mais on a une autre interprétation de cette équation, que cette équation a du sens. En fait, pour ceux qui sont versés dans ces choses, on prend des mesures moments d'ordre 3, on les factorise. C'est en ça qu'est l'approximation par des produits de mesures moments d'ordre plus faible, et on obtient cette équation. Alors, je ne vais pas détailler ça non plus, j'y reviendrai si j'ai du temps après. Voilà. Et alors, je vais montrer juste les résultats de simulation. Alors ici, c'est les délais. Ici, c'est le délai moyen, donc le W0. Ici, c'est quelque chose qui ressemble à ρ, c'est en fait n. C'est le n du fluide, c'est-à-dire c'est le nombre moyen de paires que j'ai dans une boule de rayon R. D'accord ?
Donc quand n est grand, n est comme gros, je l'ai dit. Donc on le prend ici comme variable parce que c'est sans dimension, donc c'est une fonction de ρ d'après le théorème de dimension. Donc on sait que dans le modèle limite, on va avoir une asymptote ici qui est celle donnée par le modèle fluide. Voilà l'asymptote fluide. Voilà l'asymptote des boules dures. Voilà ici les résultats de simulation, la ligne continue, et puis l'heuristique. Alors on s'est démontré que l'heuristique est asymptotiquement bonne dans les deux dimensions, dans les deux directions asymptotiques. Et bon, pour l'instant, c'est le meilleur objet qu'on ait pour étudier le phénomène dans la partie intermédiaire. Donc voilà en gros, du point de vue des formes un peu explicites, ce qu'on a. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Maintenant, je vais parler un petit peu de la sur-extensibilité, pour parler français. Superscalability en anglais. Donc c'est un phénomène c'est une propriété très importante des systèmes. L'Internet et tous les protocoles qu'on développe sur l'Internet doivent passer cette sorte de test, de savoir si au moins ils sont extensibles. Et c'est quoi extensible? TCP au départ a été fait pour servir à une toute petite communauté quand l'Internet était extrêmement petit. Maintenant, si vous réfléchissez au nombre d'utilisateurs, au nombre de bits que transporte TCP par jour ou par minute même, sont des choses, ça n'a pas du tout été conçu pour ça. Et pourquoi l'Internet marche? Parce que tous ces protocoles ont cette propriété d'extensibilité. On doit démontrer que les protocoles qu'on propose passent à l'échelle, sont extensibles, c'est-à-dire se comportent bien quand lambda, la charge, tend vers l'infini. Donc c'est ça. Alors ici, regardons. Ce qu'on démontre par analyse dimensionnelle, c'est que le W0, le délai moyen, se comporte comme le WF fois une fonction m qui dépend en fait que du paramètre, on va dire ρ en gros, et que la fonction m de ρ est une fonction décroissante. Voilà, ou on peut le dire comme une fonction m de ce paramètre nf du fluide, qui est le nombre moyen d'utilisateurs par unité dans une boule de rayon R autour d'un utilisateur typique. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que ces deux paramètres, surtout on va s'intéresser à lambda, R ça va être un paramètre d'optimisme, mais regardons lambda, on voit qu'on a m de racine de lambda et que m est une fonction décroissante de lambda fois le WF qui, vous vous en souvenez, est en 1 sur racine de lambda. Voilà. Et donc c'est ça la propriété fondamentale, c'est donc de passer d'algorithmes extensibles. Donc alors il y avait le monde d'avant l'extensibilité. On avait un serveur qui donnait les sources de tel fichier important. Et puis, bon, ça ne passe pas à l'échelle, parce qu'on fait un petit peu de théorie des files d'attente, pour ceux qui connaissent les objets. Le délai moyen, dans ce cas-là, si on appelle mu la vitesse de ce serveur, c'est un mu qui est différent du mu dont j'ai parlé, eh bien c'est en 1 sur mu moins lambda, pour lambda plus petit que mu, et ça explose quand lambda s'approche de mu. Le monde d'aujourd'hui, qui est le monde, mettons, du cloud, c'est qu'on va répliquer des serveurs en nombre aussi grand que possible de manière à accompagner la demande. Et on démontre, alors ça c'est un peu comme une file d'attente MM avec une infinité de serveurs, ça passe à l'échelle, c'est extensible. Et on démontre que W est indépendant de la charge. C'est l'état de l'art. Mais en fait, donc, il existe des algorithmes, et je prends juste l'opération read, où quand on déplace l'hypothèse d'avoir un goulot d'étranglement à l'accès, à bouger ce goulot d'étranglement dans le réseau, à travers, mettons, TCP, eh bien, on peut obtenir certains régimes dans lesquels on a donc surextensibilité, c'est-à-dire un délai moyen qui, en l'occurrence, alors on a une fonction m qui décroît, mais qui tend vers 1 quand lambda tend vers l'infini, donc quelque chose qui va être en grand taux de 1 sur racine de lambda. Voilà, des algorithmes qui, comme je l'ai annoncé au début, vont d'autant plus vite que la charge qu'on leur fournit est grande. Bien, alors il y a tout un ensemble d'extensions dont je vais parler très brièvement. Je vais parler d'abord de l'adaptation de R, parce que c'est amusant, vous allez voir un régime limite encore plus étonnant, et puis je vais parler un tout petit peu des amorceurs. Alors, on va adapter le paramètre du rayon grand R, d'accord, le rayon. Donc,
Alors, pourquoi on va faire ça? Donc, le rayon grand R, pour l'instant, on l'a pris égal à une constante. Mais en fait, dans les algorithmes, on va choisir un nombre de paires. On va par exemple avoir un nombre d'interlocuteurs qui est, mettons, 100. D'accord? Et donc, comme on ne connaît pas bêta 0, j'ai dit que c'était un problème difficile d'obtenir bêta 0, on connaît à la limite bêta f, on ne sait pas combien d'interlocuteurs, si on définit un rayon a priori, on va obtenir. D'où l'idée de dire que on va prendre, on ne connaît pas bêta 0 est une inconnue, mais on va choisir un nombre entier, L, et puis on va, qui est par exemple le 100 utilisateurs, et puis on va faire en sorte que pi R2 bêta 0 soit L. Bêta 0, on ne le connaît pas. C'est-à-dire on va adapter R à une idée qu'on va dimensionner le nombre d'interlocuteurs qu'a un pair typique à une constante prédéfinie, L, 100. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que maintenant, on va reprendre TCP, et puis R maintenant est une fonction de bêta 0. Vous voyez, c'est là sur racine de bêta 0. Bêta 0 est inconnu, peu importe. Donc on reprend ça avec maintenant, de manière plus générale, un R qui est une fonction de cet objet inconnu, bêta 0, avec une puissance moins alpha. Donc ici, alpha est égal à 1,5. Voilà. Alors on refait toute l'analyse. Par analyse dimensionnelle, on va trouver qu'il y a un seul paramètre, qui est celui-là. Et puis il va y avoir un régime fluide qu'on sait calculer, une latence, un délai fluide, un débit fluide, etc. Et puis voilà la forme explicite du rayon une fois qu'on fait tout le calcul. On réinjecte bêta 0 là-dedans. Bon. Alors vous voyez qu'on voit des formes assez explicites apparaître. Et donc on sait calculer tous ces objets au moins dans le régime fluide. Alors ce qu'on appelle, disons, design asymptotique, c'est ça, c'est qu'on prend le cas général de alpha, qui pour couvrir par exemple le nombre moyen de paires égal à 100, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va regarder ce qui se passe. On va regarder quelque chose qu'on appelle l'exposant de densité, qui est D qui est 1 sur 2 moins alpha. Et d'après les formules fluides, on voit que bêta, la densité dans ce nouveau modèle, se comporte comme lambda à la puissance d, d'où la notion d'exposant de densité. Il y a de nouveau un exposant de délai, L, qui est alpha moins 1 sur 2 moins alpha, et puis un exposant de rayon, qui est alpha sur alpha moins 2. Bon. Voilà. Il existe des régimes, un qu'on appelle, comment traduire Heaven's Flash en français, le flash venant du ciel, qui fait la chose suivante, c'est que quand alpha est plus grand que 2, on a à la fois une densité de paires dans l'état d'équilibre qui tend vers 0 et une latence qui tend vers 0. Alors c'est un modèle très amusant où vous êtes servi par des gens qui sont très très loin. Vous ne les voyez pas parce que la densité est nulle, enfin nulle, asymptotiquement nulle. Mais ils sont très loin, mais ils vous envoient ces bits de très très loin et vous ne les voyez pas. Et il y en a tellement à l'infini, il y a suffisamment pour que votre délai soit asymptotiquement 0. Donc c'est le système, il y a sur-scalable, celui-là il est hyper scalable, il n'y a personne pour vous servir et vous êtes servi à vitesse infinie. Donc évidemment c'est un amusement mathématique, ça n'a pas de sens de regarder tout à fait ce modèle, il faut ensuite regarder tout un ensemble de propriétés, mais ça vous donne une petite idée, c'est le modèle limite du 1 sur racine de lambda, si vous voulez, pour certains types d'adaptation de R. Voilà. Il y a d'autres modèles asymptotiques amusants, donc là c'est asymptote quand on adapte R. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on peut prendre en compte les limitations qui avaient été introduites par Q et Srikant, de limitations en upload par exemple, enfin en chargement sur la voie montante par exemple, qui était une des limitations prises en compte de manière unique par les modèles de Q et Srikant. Je ne vais pas parler tellement de ça. Par contre, je vais parler un tout petit peu des amorceurs parce qu'ils jouent un rôle clé. Et je vais vous juste montrer comment marche le modèle fluide pour les amorceurs. Donc, je vous rappelle ce que sont les amorceurs. Ce sont ceux qui sont altruistes et qui, ayant pour accélérer le téléchargement des nouveaux arrivants, restent un certain délai TS. Le S, c'est les seeders, donc les amorceurs. Ils restent là un certain temps TS de manière à fournir les chunks supplémentaires ou des chunks qui sont en nombre
puisqu'ils ont tout le fichier, aux nouveaux arrivants. Et donc ça accélère le... Alors on peut faire de nouveau de l'analyse dimensionnelle, et on a une équation fluide qui est tout à fait explicite. Voilà la formule pour le modèle fluide, par exemple pour les délais. Vous voyez apparaître une fonction WF0 ici, qui est celle qui apparaît dans le modèle sans les seeders. Donc, je ne vais pas refaire la théorie, mais typiquement, tout le type d'analyse se généralise, et on connaît de manière explicite le comportement à la fois du modèle fluide et puis de l'autre modèle limite dont j'ai parlé. On a aussi une heuristique qui nous donne les comportements intermédiaires. Voilà. En conclusion, puisque je vois qu'il est 4 heures, donc du point de vue mathématique, alors d'abord, j'appellerais ça aussi l'étude d'algorithmes naturels, parce que vous regardez l'Internet, ces algorithmes deviennent prédominants et en charge, ils apportent une charge tout à fait considérable sur le système. Alors quand vous commencez à regarder, ici je n'ai pas regardé le niveau des morceaux, des chunks. J'ai regardé un modèle qui est déjà une sorte de fluidification, parce qu'on peut se poser la question, celui qui arrive, il n'a pas encore de chunk, comment il fait pour échanger avec les autres? Bon, alors on est en train d'étudier avec Fabien Mathieu et un élève de l'école normale le cas avec les chunks, et on a démontré que quand le nombre de chunks était grand, ce modèle un petit peu simplifié fonctionne correctement. Mais à ceci, la chose importante à dire ici, c'est que quand on regarde cette nouvelle physique, ce nouveau type d'objet, on voit apparaître un nouveau modèle qui n'a jamais été étudié, qui est un modèle non gibbsien de processus ponctuel, où on sait maintenant qu'il y a existence, unicité, on sait le construire dans un plan infini, et il a des régimes limites qui sont étudiables de manière assez explicite et qui s'apparentent pour certains d'entre eux, mais seulement certains d'entre eux, par exemple le hardcore, à des modèles de physique statistique. Mais d'une certaine manière, d'une nature différente, puisqu'on sait ici qu'il y a unicité. Alors, quand on fait cette analyse, on voit des choses nouvelles apparaître, comme c'est... En fait, la formule 1 sur racine de lambda fois m de n, c'est la loi de la surextensibilité pour TCP. Ça vous dit à quelle vitesse, quand vous augmentez la charge, va décroître le délai moyen. Et vous avez une formule explicite pour ça. La limite fluide en 1 sur racine de lambda vous donnant le comportement asymptotique et la fonction m étant une correction, qui est une bonne correction puisque c'est une fonction décroissante de lambda. Donc vous avez les lois de cette surextensibilité qui vous donnent ce qu'on peut espérer obtenir dans des développements ultérieurs de ce type d'algorithme. Voilà. Alors on a aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les conditions sous lesquelles ce type de régime peuvent s'établir. Parce qu'il y a une question que certains d'entre vous poseront de manière assez naturelle, c'est on a déplacé le goulot d'étranglement dans le réseau en utilisant la formule de Hott, mais qu'est-ce qui passe dans le réseau? Si on fait tendre lambda vers l'infini, je fais une coupure à un endroit où je prends un routeur du réseau, ou je prends une coupure, je partage mon réseau en deux, je fais une coupure sur mon plan euclidien entre deux parties du réseau, et qu'est-ce qui passe par unité de distance à travers un segment de longueur 1, n'est-ce pas? Alors on sait calculer ça, et dans la limite fluide, on a des conditions nécessaires et suffisantes. Il faut que si le réseau sait écouler tant de bits par seconde par unité de longueur, quand je fais cette coupure, alors ce régime-là va s'établir. Donc quand on introduit, il faut évidemment introduire un modèle de réseau. Alors ce sont des modèles avec de nouveau des processus stochastiques dans l'espace, avec ce qu'on appelle des poissons Voronoi, et puis les liens vont être des liens qui sont les liens de Delaunay de la mosaïque de Voronoi. Donc on a pris ce modèle qui est assez simpliste, et on sait ce qui doit passer, on sait ce que doit pouvoir écouler le réseau pour que ce régime s'établisse. Mais donc pour un lambda fini, on connaît la capacité du réseau qui va permettre d'écouler ce type de débit. Alors j'en ai pas parlé, mais l'idée est là, et c'est juste une vérification importante pour comprendre quel est le sens de ces modèles. Mais donc nous, on est persuadés, nous, que
après ces calculs, que des réseaux suffisamment puissants vont pouvoir écouler ce type de débit et donc faire observer, enfin mettre en évidence cette surextensibilité. Voilà, alors il y a tout un travail sur les modèles qui sont des modèles beaucoup plus difficiles, qui ont été étudiés par Fabien Mathieu et puis par Ilka Noros indépendamment. Et donc on a travaillé là-dessus cet été et on va avoir des résultats qu'on va publier à Infocom sur ce sujet. Sinon, donc, alors j'ai pas eu le temps de parler du wireless, du sans fil, mais ce sont des modèles très importants et très intéressants. Donc on a des modèles simples quand il y a des canaux orthogonaux. Quand on prend en compte les interférences et que la théorie de l'information est utilisée de manière sérieuse, les modèles sont beaucoup plus difficiles, mais on est en train d'y travailler. Voilà, donc je vais m'arrêter là.